mais le caractère en droit, le caractère étatique de l'État de Palestine dès 1923 est absolument établi. C'est-à-dire que la Palestine avait tous les critères d'un État, c'est-à-dire un territoire donné, avec des frontières données qui n'étaient pas discutées, qui étaient les territoires de la Palestine mandataire. Cette Palestine avait les prérogatives d'un État avec des lois palestiniennes, avec un passeport palestinien, avec une nationalité palestinienne, avec des timbres palestiniens. Et c'était même tellement un État que la Palestine a passé sous le mandat britannique toute une série d'accords internationaux, interétatiques, avec tous les pays environnants, y compris avec la puissance mandataire qui était le Royaume-Uni. Donc, là, strictement juridiquement, l'État de Palestine existe depuis cette époque, et c'est la suite qui a montré que la progressivité du passage à une indépendance totale eh bien, n'a pas été respectée. Donc l'État de Palestine, il existe depuis longtemps, et il est en guerre depuis longtemps. Il est en guerre depuis 1948, avec une espèce de constante, une espèce de volcan qui est en permanence en éruption, puis de temps en temps, ça explose un peu plus fort. Et c'est vrai qu'on est maintenant à l'explosion, finalement, la plus importante depuis 1948. Alors pourquoi est-ce qu'on en est venu à cette explosion? Eh bien, on en est venu parce que le droit n'a pas été respecté. Lorsqu'un État est envahi et sous occupation, eh bien, il a trois outils possibles à utiliser. Le premier outil, c'est la résistance politique, c'est-à-dire essayer par des moyens politiques de sortir de l'état d'oppression. Et en ce qui concerne la Palestine, eh bien, l'outil politique consiste eh bien, à élire des responsables auxquels on va donner une représentation, une représentativité qui vont se battre sur le plan politique. Or, vous le savez, le Hamas, qui est un parti pragmatique, eh bien, certes, s'il a refusé les accords d'Oslo, il a quand même accepté une toute petite partie de ces accords. C'est la notion d'un vote universel, intégral, d'une représentativité, l'élection parlementaire, l'élection d'un pouvoir, d'un contre-pouvoir, d'une opposition et l'alternance politique. Et donc, il a accepté, en particulier, à aller aux élections municipales, d'abord en 2005, et puis les élections représentatives, parlementaires en 2006, élections, vous le savez, qu'il a remportées. Donc, cet outil politique, cette mode de résistance politique, il a été reconnu, il a été utilisé, et comme vous le savez tous, évidemment, c'est le groupe Europe, États-Unis, Israël, qui a refusé le résultat de ces élections d'une façon totalement stupide, puisque ça a interdit à la diplomatie de s'exercer. Et à titre emblématique, anecdotique, le lendemain ou le surlendemain du 7 octobre, il y avait à France Culture une table ronde, et finalement, pour représenter, ou avec l'idée peut-être de représenter le sentiment du Hamas, on avait invité un très bon diplomate qui s'appelle Yves Aubin de la Messusière, qui est retraité, et il a été invité au titre qu'en 2008, il avait eu la possibilité de discuter avec certains leaders du Hamas, et il a raconté avec toutes les difficultés qu'il avait eues, puisque c'était strictement en principe interdit. Donc vous voyez que pour parler d'un mouvement qui venait de lancer une opération militaire, le seul interlocuteur qu'ils avaient pu trouver, eh bien, c'est quelqu'un qui avait rencontré ces personnes 15 ans auparavant. Ça montre à quel point le fait d'avoir non reconnu ces élections et le fait de placer le Hamas sur la liste des organisations terroristes de l'Europe et des États-Unis, eh bien, représentait une balle dans le pied tirée de nos diplomates et de toute possibilité d'évoluer et d'avancer.
J'ai parlé de la liste des organisations terroristes. Là aussi, si on vous demande d'argumenter là-dessus, vous levez le doigt et vous dites attention, le Hamas, comme le FPLP de Maria Abu Dhaka, n'ont jamais figuré sur la liste des organisations terroristes de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Et l'ONU, c'est 180 et quelques pays. L'ONU est beaucoup plus représentative des peuples du monde que tout autre organisme. Donc ne tombons pas dans le travers de décrier l'ONU. Nous demandons de l'ONU plus d'ONU et encore plus d'ONU qui s'impose à un certain nombre d'États voyous, il faut bien le dire. Alors cette résistance politique étant bloquée, étant interdite, puisque ça fait 16 ans que les élections sont refusées, que le Hamas réclame à corps et à cri ces élections, eh bien, ce levier politique, il reste deux leviers. Le premier étant le levier juridique et le deuxième étant la résistance armée. Alors, en ce qui concerne le levier juridique, là aussi, il y a une énorme, je dirais, déloyauté à ne pas signaler dans nos médias que la bande de Gaza est à l'origine des principales initiatives juridiques, et ce depuis 2009. Là, c'est mon ami Gilles Devers qui a porté en tant qu'avocat la demande palestinienne, et une première plainte a été déposée en 2009. Je ne vous ferai pas la liste des plaintes qui ont été déposées, mais je vous raconte dans ce petit ouvrage ici la succession des étapes. La succession des étapes, vous savez que le droit, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compliqué, mais c'est quelque chose qui est rigoureux, voyez. Donc il y a des procédures, il y a des étapes, et il faut les respecter. On n'a pas d'autre choix. Alors les étapes, c'était de déposer des plaintes qui soient acceptables, en bonne et due forme. Et la bonne et due forme, eh bien, vous savez qu'il ne suffit pas de dire il y a eu un assassinat, il faut savoir le jour, le lieu, l'heure, les circonstances, vérifier absolument tout. C'est-à-dire qu'avant de porter un jugement, eh bien, il faut établir tous les éléments qui vont permettre de porter ce jugement. Et par exemple, on prend l'exemple des marches du retour, avec tous ces jeunes qui se sont fait tuer ou blessés pendant plusieurs mois, dans des conditions épouvantables. Eh bien, finalement, le Hamas en particulier, initialement, je me souviens de discussions il y a 15 ans, il ne croyait pas à la justice, il ne croyait pas à l'outil juridique, et il disait, à juste titre, que c'est une juridiction, ce sont des juridictions qui ont été mises en place par les Occidentaux, et il y avait une certaine confusion entre l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale, qui est chargée des crimes de guerre. L'Organisation des Nations Unies, on le sait, a des défauts, je dirais, congénitaux, qui sont apparus dès sa constitution. C'est une constitution qui s'est faite juste à avant la décolonisation. Il y avait les 3/4 de l'humanité qui étaient des peuples colonisés, et qui donc n'étaient pas représentés lorsqu'on a fait ces statuts. Si on avait voté en 1900, aujourd'hui, si on votait l'intégration, ou plutôt la reconnaissance d'un État israélien, il y a bien peu de chances que ça passe. À l'époque, c'était possible. Donc il y a une espèce de fenêtre d'opportunité pour le mouvement sioniste qui en a profité, qui en a été même surpris. Et donc, ces Nations Unies sont muselés par quelques règlements. J'en citerai simplement un seul. Vous vous souvenez peut-être que l'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, a été exclue temporairement des Nations Unies. Alors vous dites, mais pourquoi est-ce qu'Israël, qui n'a jamais respecté une résolution du Conseil de sécurité, qui ne reconnaît pas le droit international, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas exclus? Ils sont exclus tout simplement parce qu'il y a un article très court du règlement de l'ONU qui dit qu'un État peut être exclu des Nations Unies, et ça a été le cas de l'Afrique du Sud pour fait d'apartheid. Eh bien, un État peut être exclu sur vote de l'Assemblée générale, donc le vote de la majorité des peuples du monde, sur présentation du Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Conseil de sécurité qui peut soumettre à l'Assemblée générale un éventuel vote. Donc vous voyez que finalement ça tient à très peu de choses, à un simple règlement, mais qui a des conséquences colossales.
Alors il y a quelqu'un qui était Kofi Annan, qui a été un temps secrétaire général des Nations Unies, et qui disait « La Cour pénale internationale n'aura acquis sa complète légitimité que le jour où certains États majeurs auront adhéré à la Cour pénale internationale. » Sous-entendu, les États-Unis ne sont pas partis à la Cour pénale, la Chine, la Russie, l'Inde et quelques autres. On pourrait dire exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est l'Organisation des Nations Unies qui n'aura acquis sa complète légitimité que les jours où ces États auront adhéré à la Cour pénale internationale. Donc vous voyez que ce n'est pas la Cour pénale internationale et son règlement qui doivent être modifiés, c'est bel et bien l'Organisation des Nations Unies qui est née de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale et qui a bien besoin d'une réforme. Et donc, ne cédons pas au pessimisme de ceux qui disent « Ah, de toute façon, la Cour pénale internationale, il y a le droit de veto, etc. » C'est complètement faux juridiquement et réglementairement. La Cour pénale internationale est complètement indépendante des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Le seul lien, c'est que lorsque le Conseil de sécurité saisit la Cour pour des crimes de guerre, disons que la force est suffisamment puissante pour que cette plainte soit prise en compte et fasse immédiatement l'objet d'une enquête. Mais c'est tout. Il n'a aucun autre pouvoir sur la Cour pénale internationale et qui est complètement indépendante. Alors, elle est indépendante, mais en même temps, elle est faible. Elle est faible déjà numériquement. La Cour pénale internationale, c'est 18 juges. Vous voyez, c'est 2 rangées au premier rang qui ont à juger des crimes de guerre du monde entier. Donc vous voyez que ça pose quand même problème. Et le point d'entrée à la Cour, le verrou à l'entrée, c'est le procureur ou la procureure. Et c'est vraiment une personne seule qui décide d'ouvrir une enquête ou de ne pas l'ouvrir. Donc vous voyez que le point politique, c'est d'obliger le procureur en lui apportant suffisamment d'informations pour qu'il juge légitime d'ouvrir une enquête avec des chances que ça aboutisse. Parce que ouvrir une enquête où on sait que, du fait de tas de circonstances possibles, de toute façon on n'y arrivera pas, ça dépense beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et c'est très décourageant. Donc il vaut mieux essayer d'identifier les dossiers porteurs, si j'ose dire. Et de ce point de vue-là, Fatou Bensouda, qui était la 2e procureure de la Cour pénale internationale, il peut faire un seul mandat, elle a été la 2e après Ocampo, a fait un travail assez remarquable, en ce sens qu'elle a commencé par ouvrir une enquête préliminaire, et là il faut dire que pour une fois ce n'est pas simplement les gens de Gaza qui ont eu une part importante, il faut dire que l'autorité palestinienne a décidé, après la guerre de 2014, guerre au cours de laquelle d'ailleurs avait été déposée une plainte à la Cour pénale internationale, qui avait été bloquée par l'autorité palestinienne, qui avait immédiatement dépêché son ministre des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, qui est toujours ministre aujourd'hui, pour bloquer la plainte. Fatou Bensouda avait dit « La plainte que j'ai reçue sur mon bureau, là, qui vient de votre ministre de la Justice, c'était un Gazaoui à l'époque, est-ce qu'elle vient de l'autorité palestinienne ?» Et la réponse a été non. Voilà, donc la plainte a été mise sur le côté, elle n'a pas été supprimée, mais elle a été gelée transitoirement. Puis à la fin de la guerre de 2014, il y a eu quand même des échauffourées, on peut dire, au plus près de Mahmoud Abbas, et il a finalement décidé en janvier 2015 d'adhérer à la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que, et qu'il faut comprendre. L'adhésion à la Cour pénale internationale s'est faite en tant qu'État. Les parties à la Cour pénale internationale sont des États. Et donc la Cour pénale internationale a reconnu l'État de Palestine tel que je vous l'ai indiqué, sauf qu'elle a accepté l'État de Palestine en tant qu'État partie à la Cour pénale internationale, mais en aucun cas ça ne signifie qu'elle a défini des frontières, défini un territoire. Mais quand on enquête sur un crime ou sur des crimes, eh bien, il faut définir la surface, à quel endroit, et le temps, depuis combien de temps. On ne va pas remonter, j'allais dire, au calende grec.
Et Fatou Bensouda, après 5 années d'enquête préliminaire, enquête qui a été largement abondée par les plaintes en bonne et due forme qui sont venues de Gaza, confortée par l'idée que la Palestine avait demandé à être État partie de la Cour, eh bien, a ouvert une enquête de plein exercice. Elle a considéré qu'elle avait suffisamment de nourriture, si j'ose dire, pour qu'une enquête soit ouverte. Alors ça donne lieu à un document de Fatou Bensouda qu'elle a délivré. Tous ces documents sont accessibles sur le site de la Cour pénale internationale, en français et en anglais. Tout le monde peut les consulter. C'est un document qui fait 150 pages, si je me souviens bien, et qui est truffé de références juridiques et qui montre bien que la Cour pénale internationale, plutôt l'État de Palestine, a toute légitimité à demander à faire partie du club, si j'ose dire. Et ce qui est important, c'est que cet État de Palestine, État partie de la Cour pénale internationale, a tous les droits et tous les devoirs des États parties. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exceptionnalité d'un État par rapport à un autre, c'est tous les devoirs et toutes les prérogatives. Les prérogatives, c'est-à-dire quand un État partie porte plainte à la Cour pénale internationale, en pratique, l'enquête est ouverte. C'est pratiquement automatique. En tout cas, il n'y a jamais eu d'exemple contraire. Donc cette ouverture était absolument inéluctable. Deuxièmement, les États parties ont aussi des devoirs. Et l'État et le devoir, eh bien, c'est si des criminels de guerre viennent séjourner dans les États parties, ils doivent immédiatement être attrapés et remis à la Cour pénale internationale. Donc vous voyez que ça a une importance considérable quand on sait que 153 États ont adhéré à la Cour pénale internationale. Donc ce n'est pas rien, vous voyez, la Cour pénale internationale, elle est indépendante et elle a une puissance en termes de décision judiciaire qui est très très importante. Alors à partir de là, Fatou Bensouda était bien consciente que sur ses épaules reposait une énorme responsabilité et elle a voulu en quelque sorte mouiller les juges. Vous voyez les 18 juges là, des premiers rangs, elle n'en avait pas besoin statutairement pour lancer cette enquête, mais elle leur a posé la question globalement et elle leur a demandé, pas globalement d'ailleurs parce qu'il y a une cour spéciale pour la Palestine, 3 juges, et elle leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord? Elle n'en avait pas besoin, mais elle a demandé qu'une décision judiciaire provenant de la cour vienne l'appuyer dans sa démarche. Et c'était quelque chose de très très astucieux et très intelligent. Et les jurys ont répondu oui, on est d'accord sur ce que vous proposez, c'est-à-dire enquêter sur tous les crimes de guerre commis en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, vous voyez. Et sur une période, on va décider, il faut bien se décider sur une période donnée, c'est le 15 juin 2014, c'est-à-dire juste avant la guerre de 2014. Et à ce moment-là, Fatou Bensouda avait donné 3 directions pour axer les travaux juridiques. La première, c'était le dossier de la colonisation et de l'annexion de Jérusalem. Le deuxième dossier, c'était la guerre de 2014 avec toutes les victimes de cette guerre. Et le troisième dossier, les marches du retour, avec près de 3000 plaintes documentées, plaintes individuelles, parties de la bande de Gaza, et envoyées sous forme de dossier avec une chaîne de preuves. Et cette chaîne de preuves, elle a été mise en place par le Hamas à Gaza. C'est pas les ONG, c'est pas... Non, c'est quelque chose d'étatique qui venait directement du ministère de l'Intérieur, en pratique, des gens que personne ne connaît, sauf les services de renseignement israéliens. Et donc, toutes ces personnes qui ont été formées professionnellement, eh bien, ont constitué des dossiers. Pour vous donner un exemple, aux marches du retour, il y a un tireur qui tire sur un jeune, c'est une victime. Immédiatement, il y a des enquêteurs qui sont disposés de toute façon tout au long de l'événement, si j'ose dire. Immédiatement, un enquêteur se précipite, prend l'identité de la victime ou par ses voisins. Les témoins qui sont autour enregistrent les noms et les téléphones, les vidéastes qui sont autour, etc. Et à ce moment-là, le blessé ou le mort, le blessé, la victime en tout cas, est parti en ambulance. Donc, il y a toute une série de recueils qui ont été faits avec le lieu, l'heure et les témoins. Chaque témoin sera convoqué secondairement
Et un entretien avec un témoin, c'est 30 minutes, vous voyez. Où étiez-vous, que faisiez-vous, quelles étaient les circonstances, etc. Vous voyez que ça commence, et c'est un gros dossier. Arrivé à l'hôpital, il y a des enquêteurs. Où étiez-vous, qui était avec vous, à quelle heure, etc. Si la personne peut parler, ou la famille, etc. Ensuite, en salle d'opération, il y a aussi des enquêteurs et des enquêtrices. Et on va faire des prélèvements, des constatations de blessures, des prélèvements de balles qui seront mis dans des boîtes scellées, etc. Si jamais il y a des comptes rendus opératoires, il y en a, s'ils passent en salle d'opération, les comptes rendus sont pris. Si jamais la personne est décédée, c'est le compte rendu d'autopsie, vous voyez. Et c'est très important parce qu'on a vu ça un certain nombre de fois. Je me souviens de cette personne amputée à la suite d'une agression israélienne des 2 cuisses, qui était en fauteuil roulant, vous en avez entendu parler, qui tenait un drapeau et qui s'est pris une balle en plein fond. La première news lantée par les Israéliens, comme pour Shirin Abu Akleh, la balle était palestinienne. Alors, une autopsie a été faite, avec un film en continu, pour qu'il n'y ait pas de trucage, etc. La balle a été enlevée, ben non, elle était israélienne, etc. Donc, vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne de preuves. Et donc, vous voyez que pour avoir une chaîne de preuves solide, et pour en réunir 3000, il faut une équipe très bien formée, suffisamment nombreuse, opiniâtre, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait à Gaza, et c'est quelque chose de très important, parce que les plaintes privées, ça ce sont des plaintes de famille, des plaintes individuelles. Les plaintes privées sont très difficiles à effacer. Vous voyez, ça ne dépend pas du pouvoir politique, de ci ou de ça. Elles sont là, le dossier est là. Et d'ailleurs, à la Cour pénale, ils nous ont fait savoir, écoutez, n'en jetez plus, on a suffisamment d'éléments. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y avait suffisamment d'éléments que Fatou Bensouda a ouvert, après 5 ans d'enquête préliminaire, a ouvert une full investigation. Alors, elle a été très critiquée avant, et je dois dire qu'on s'est tous fait prendre, parce que ces 5 années, on avait l'impression que rien ne se faisait. On envoyait les dossiers, puis on n'a aucun retour. Mais ça, c'est aussi une façon, on peut le respecter, de procéder de la part des bons juristes. On ne va pas tous les jours passer à la télévision, faire des communiqués de presse, travailler dans le silence, ça permet aussi de faire un bon travail. Et quand on estime que le travail est terminé, à ce moment-là, on en fait état. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître à Fatou Bensouda et à sa mode de travail. Et à tel point que, peut-être d'entre vous vous en souvenez, mais il y avait eu un autre crime de guerre comique, qui était l'affaire du Mavi Marmara. Vous vous souvenez, ces Turcs qui ont été tués en haute mer, etc. Ben, il y avait une plainte à la Cour pénale internationale, avec de grosses difficultés. Il a fallu trouver un État pour les Comores, le bateau était comorien, mais ça avait un travail sans fond, très long, et toujours rien. Et elle avait même, je raconte un petit peu les détails là-dedans pour montrer un peu comment fonctionne la Cour, et finalement elle avait décidé de ne pas ouvrir d'enquête définitive. Et j'ai fait partie de ceux qui, peut-être avec certains d'entre vous, se sont rendus à La Haye pour protester vigoureusement devant la Cour pénale parce qu'elle avait enterré définitivement la plainte concernant le Mavi Marmara. Et c'est 11 jours plus tard qu'elle a décidé, qu'elle a annoncé qu'elle allait ouvrir une enquête sur l'ensemble des crimes commis, sur l'ensemble des territoires que je vous ai indiqués, sur l'ensemble de cette période. Donc on s'est bien fait avoir, entre guillemets, parce que finalement, on criait très fort contre Fatou qui n'avait pas fait son boulot, et en fait, elle nous annonçait quelque chose de beaucoup plus important, vous voyez. Donc ça, c'est une façon de travailler qu'on apprécie. On n'appréciait pas beaucoup le procureur précédent qui allait se pavaner à gauche ou à droite, voilà, sortir avec les jolies filles, je passe. On apprécie moyennement le procureur actuel parce qu'il a hérité du travail de Fatou Bensouda, avec l'obligation de continuer à travailler. Et il faut bien reconnaître que, et encore jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucun signe qui vienne du procureur, y compris depuis que cette terrible bataille est engagée. Certes, il s'est rendu à la frontière de Rafah, certes, il a fait une conférence de presse, mais il avait juridiquement, et depuis longtemps, pas seulement sur le fait de cette bataille, mais sur le fait, par exemple, de l'annexion de Jérusalem, la ville de Jérusalem. Toutes les sources de droit, sans exception, déclarent que l'annexion de Jérusalem est totalement illégale. Voilà, toutes les sources de droit. Je parle de sources de droit
juste pour dire, pour les plus jeunes, qu'il y a des sources de grande valeur et des sources de moindre valeur. Vous voyez, les traités internationaux se placent dans les sources de grande valeur, vous voyez. Puis il y a des choses de moindre valeur, puis il y a une chose qui n'a pas beaucoup de valeur, par exemple, l'autorité palestinienne, en droit, n'a pas de définition. Vous voyez, c'est un objet juridique non identifié. Alors, quand l'autorité palestinienne, qui a des élections, pendant la période du mandat, bon, elle a un certain poids, il faut reconnaître qu'effectivement, l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale a permis des avancées, ils ont passé des accords internationaux, donc ils ont acquis progressivement un caractère étatique, mais les accords d'Oslo, par exemple, dont est née l'autorité palestinienne, n'ont aucune valeur juridique. Aucune valeur tout simplement parce que c'est des accords qui ont été signés par des partenaires dont certains ne sont pas partie prenante du tout. Et surtout, ce sont des accords complètement inégaux, où on a gravé sur le papier le droit à la sécurité d'une partie sans mentionner l'autre, vous voyez, sur lequel on a écrit dans le marbre que finalement les droits d'une des parties ne seraient acquis progressivement qu'à condition que la puissance occupante lui délivre ses droits. Donc vous voyez, c'est des accords qui juridiquement ne pèsent pas grand-chose. Voilà. Donc Fatou Bensouda a eu l'intelligence de demander aux 18 juges, ou plutôt à 3 de ces 18 juges de la Cour, de donner leur avis, et ils ont confirmé les choses, et ça a permis justement ils ont confirmé les choses, et ça a permis d'avoir une véritable décision judiciaire. Alors, ça ne s'est pas limité. J'arrête ou... Un petit temps mort. Excusez-nous. Alors, restez calme, on vous invite à rester dans la salle. Il ne se passera rien, il y a des gens dehors qui... En fait, il y a des troubles faits à l'extérieur, on essaie de les maîtriser. Il y a des groupes, on me dit qu'il y a un groupuscule d'extrême droite à l'extérieur. Restez à l'intérieur, pour l'instant vous êtes en sécurité, il n'y a pas de souci. On appelle la police, ne vous inquiétez pas. On ferme, fermez les portes. On appelle la police, restez tous à l'intérieur, n'ayez pas peur, paniquez pas. Dis-leur qu'ils annoncent au micro qu'ils sont en train de les arrêter en bas. Comme ça, ils se calment, les gens. Le mec, il y a des places en bas. Asseyez-vous. Arrêtez de regarder. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Parce que c'est comme ça. Oui, non, mais attendez, ce sont messieurs, ils sont tous en train de se parler. Laissez-moi. C'est très grave. Vous savez juste ce qui nous arrive grâce à cette police. Ça, c'est la France. Ça, c'est la France. Rentrez. Ils sont partis. Ils sont partis. Ce que je vous propose, c'est qu'on
peut passer. Non, on va passer. Venez. On peut sortir avec. Je sais pas si le taxi va nous demander. Nous avons été l'objet, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de conférence de Christophe Oberlin, nous avons été l'objet d'une agression d'une quarantaine d'individus se réclamant visiblement de l'extrême droite et qui pendant longtemps, ça a duré longtemps, peut-être plus d'une vingtaine de minutes, ont essayé de pénétrer dans la salle et heureusement que des personnes courageuses les ont repoussés et ont fait qu'ils ne puissent pas pénétrer dans la salle, parce que s'ils avaient pénétré dans la salle, je pense que les dégâts humains, psychologiques auraient été bien pires. Comment? Ça fait des enfants. Ouais, mais dépêchez-vous, madame, dépêchez-vous, La police arrive. Ils ont eu beaucoup d'appels. Vous êtes au courant déjà? Ouais. Mais les gens ils sont appelés. ils savent ça. Oh putain, ça. Sacha, c'est une réaction de colère par rapport à ce qui s'est passé. C'est une réaction de rejet de toute forme de violence. Et puis, bien entendu, nous allons déposer plainte. Nous allons déposer plainte contre les fauteurs de troubles et les fauteurs de violence à Lyon. Donc, nous n'en resterons évidemment pas là. Nous engageons une action en justice pour que justice soit faite et que s'arrêtent ces agressions dont sont régulièrement coupables les milices d'extrême droite à Lyon. On ne comprend pas quand même qu'une quarantaine d'individus puissent aller et venir en toute impunité avec des armes, des manches de pioche, des barres de fer, etc. Et que tous ces gens-là puissent se balader en toute impunité à Lyon. C'est inacceptable.